Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une violente explosion, un immeuble du 277 rue Saint-Jacques à Paris qui prend feu avant de s'effondrer. La catastrophe au cœur d'un quartier chic et touristique. Bilan provisoire, 37 blessés dont 4 sont dans un état grave. Leur pronostic vital reste engagé. 2 personnes sont toujours portées disparues. Impossible pour l'instant de savoir si elles étaient absentes ou si elles se trouvent sous les décombres. On retrouve Chloé Lagadou en direct de la rue Saint-Jacques. À quoi ressemble le quartier ce matin ? Eh bien écoutez, la façade de l'immeuble qui s'est effondré est toujours au sol. Sur le bord de la rue Saint-Jacques, un énorme tas de blocs de pierre blanche. L'accès est bien évidemment toujours interdit, même si dans la soirée, le périmètre de sécurité a été levé pour se recentrer sur le lieu de l'explosion. Une majorité des riverains ont donc pu rentrer chez eux. C'est le cas de Nathalie, gardienne d'immeuble dans un bâtiment qui se situe à quelques dizaines de mètres seulement du lieu de l'effondrement. Et c'est inquiète qu'elle s'est endormie dans son domicile hier soir. Jusqu'à 1h30, je sortais quand même un peu pour voir. Il y a certaines personnes de l'immeuble, ils ont fait leur petite valise et puis ils sont partis quand même. Oui, ils avaient peur, oui. Ouais. Ce qui est un petit peu peut-être logique aussi. L'immeuble a été quand même un peu secoué, je veux dire. Il y a eu quand même des vitres cassées aussi, comme dans la plupart des autres immeubles aux alentours. Et d'ailleurs, la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthoud, a indiqué que les bâtiments mitoyens au lieu de l'explosion étaient endommagés. Mais la forte déflagration a pu aussi fragiliser d'autres bâtiments à proximité. Mais pour l'instant, on ne connaît donc toujours pas les raisons de cette explosion. Chloé Lagadou en direct de la rue Saint-Jacques à Paris. Et l'hypothèse d'une explosion due au gaz revient fréquemment dans la plupart des récits. Plusieurs témoins affirment avoir senti une forte odeur de gaz peu avant l'explosion. L'enquête ouverte par le parquet et confiée à la police judiciaire de Paris devra le confirmer. Aux États-Unis maintenant, on est toujours sans nouvelles du Titan, ce sous-marin parti explorer l'épave du Titanic. D'importants moyens ont été déployés sur zone entre Cap-Cod et Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Des avions radars se relaient dans le ciel. En surface, les navires équipés de robots sous-marins draguent le secteur sans résultat pour le moment. Les secours ont bien capté des bruits répétés et réguliers. Impossible de les identifier formellement. On retrouve Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le temps presse, Aviva, les 5 membres d'équipage vont bientôt épuiser leurs réserves en oxygène. Oui, c'est exactement ça. On arrive presque au bout de la réserve d'oxygène dont est censé disposer le Titan. En partant dimanche, il en avait pour 4 jours. Et on en sait un peu plus sur le déroulé des événements. En principe, le submersible devait descendre vers l'épave du Titanic pendant 2 heures, explorer pendant 4 heures, puis remonter également pendant 2 heures. Au total, 8 heures de plongée. Mais le contact a été perdu après seulement 1h45 et impossible de savoir ce qui a pu se passer à bord. Ce qu'on peut imaginer, ce sont les conditions très difficiles dans lesquelles se trouvent les 5 passagers. Il y a le manque d'oxygène, bien sûr, et une accumulation de CO2 qui rend l'air encore plus irrespirable. Au fond de l'océan, il fait très froid, à peine 1 ou 2 degrés, et il n'y a pas de chauffage dans le sous-marin pour économiser l'énergie. Pas forcément non plus suffisamment d'eau et de nourriture. Il y a donc une urgence absolue à retrouver et remonter le Titan, ce qui explique le très important dispositif déployé avec des avions, plus d'une dizaine de navires et d'engins d'exploration télécommandés, vous l'avez dit. Les gardes-côtes ne veulent pas renoncer, mais l'espoir s'amenuise au fil des heures. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 en direct des États-Unis. Europe 1 matin, il est 7h04. Préserver l'humanité des conséquences du changement climatique, rien que ça. C'est pourtant le programme du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Ouverture des travaux aujourd'hui et pour 2 jours à Paris. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis autour d'Emmanuel Macron. Sorte de répétition avant un autre sommet, celui de la COP28 prévu dans 6 mois. Le changement ou réchauffement climatique va bouleverser les équilibres. La France n'y échappera pas. Canicule, orage, pluie torrentielle et mini-tornade. Louise Salé, doit-on se préparer à vivre comme si l'on habitait sous les tropiques ? Alors il ne faut pas s'attendre à un climat à proprement parler tropical. Notre structure atmosphérique n'est pas la même, mais plus méditerranéen, assorti de phénomènes extrêmes, intenses et fréquents, tels que les orages et les vagues de chaleur. Ce sont ces événements-là qui vont s'amplifier pendant les 30 prochaines années. Après 2050, les Français connaîtront une 50aine de nuits tropicales par an, par exemple, c'est-à-dire des nuits avec une température qui ne descend pas en dessous des 20 degrés. Valérie Masson-Delmotte est coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC.
atmosphérique. Cette atmosphère plus chaude, elle intensifie le cycle de l'eau. Elle peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement, donc ça peut donner localement lieu à des pluies plus intenses. Et puis aussi parce qu'une atmosphère plus chaude, elle peut vider plus rapidement les sols de leur humidité. Les saisons sont également bouleversées. Un hiver beaucoup plus doux, un raccourcissement des périodes intermédiaires, été-automne, et puis un allongement des caractéristiques estivales. Des épisodes très chauds qui peuvent démarrer plus tôt ou persister plus tard dans l'année. Ces modifications du climat sont étudiées par le gouvernement dans un plan pour adapter la France, actuellement soumis à une consultation publique. Louise Salé. La cause environnementale justifierait-elle le recours à la violence ? C'est un petit peu la problématique autour de la dissolution des soulèvements de la terre, vertement critiquée hier par la gauche, mais actée, en tout cas officiellement en Conseil des ministres. Et les appels à manifester contre cette décision se sont multipliés dans plusieurs villes. Ça ne s'est pas toujours passé dans le calme. À Toulouse, le maire Jean-Luc Moudenc affirme avoir été agressé violemment par des membres de ce collectif écologiste. Manifestation aussi à Nantes où 1 millier de personnes s'étaient rassemblées. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. Essayer de faire taire les soulèvements de la terre est une vaine tentative de casser le thermomètre. Près d'1 millier de personnes sont rassemblées devant la préfecture de Nantes pour s'insurger contre la dissolution des soulèvements de la terre. Parmi elles, Paco, il a 30 ans, il s'inquiète d'une possible dérive. Je suis là en fait pour apporter mon soutien. Si c'est les soulèvements de la terre aujourd'hui, ça peut être une autre association demain qui milite. Elle a une étiquette d'hiver gauche et une écharpe tricolore sur la poitrine. C'est Agnès Bourget, elle est maire de Rezé. Si elle est venue, c'est pour critiquer notamment le 2 poids 2 mesures du gouvernement, selon elle. Je trouve quand même très inquiétant qu'on aille à la dissolution des soulèvements de la terre alors que certains groupuscules d'extrême droite sont toujours en activité, qu'on n'a toujours pas dénoncé leur comportement. Je ne parlerai pas de mon collègue de Saint-Brévin. Et en tout cas ici, personne ne croit à une fin définitive du mouvement. Bien au contraire, tous sont même déterminés à poursuivre les actions. Et si cette dissolution était en réalité un appel ministériel à rejoindre un grand mouvement de résistance ? Reportage du correspondant d'Europe 1 à Nantes, Charles Guyard, et le mouvement annonce avoir déposé un recours devant le Conseil d'État contre la décision du gouvernement. Allez, on termine ce journal avec un peu de lecture. Une bande dessinée, pas comme les autres. On y parle animaux et sorcellerie. Et son titre, La truie, le juge et l'avocat. Le thème choisi n'est pas banal puisqu'il traite d'un sujet insolite, le procès intenté aux animaux pour sorcellerie au Moyen-Âge. On considérait que les cochons avaient une âme et qu'ils devaient eux aussi rendre des comptes devant un tribunal. Et bien ici, il est donc question d'une truie accusée de meurtre et de troubles à l'ordre public. Marie Giquel. À la barre, une truie. L'imposante accusée aurait provoqué la mort d'un cavalier et risque le bûcher. Pour sa défense, le cochon peut compter sur un avocat humain à la solide réputation chez nos amis les bêtes. Voici le sel de ce procès inattendu, populaire au Moyen-Âge, qui amuse aujourd'hui, à commencer par Laurent Galandon, le scénariste. Il y avait les procès de droit commun qui étaient plutôt pour, on va dire, les mammifères, et les procès pour ce qui était insectes, charançons, etc. Une bande dessinée réjouissante sous forme de fable inspirée par le vrai procès d'une truie en 1386 dans le Calvados. Ce qui est surtout assez étonnant dans ce procès-là, c'est que quand la truie est conduite au bûcher, elle est conduite habillée d'une robe de femme. Évidemment, aujourd'hui, on n'a aucune information des raisons qui ont conduit à amener cette truie au bûcher vêtue ainsi. Le trait précis, le ton léger pour faire justice à cette truie inculpée qui ralliera forcément les lecteurs à sa cause. Marie Giquel, La truie, le juge et l'avocat de Laurent Galandon et Damien Vidal, bande dessinée aux éditions Delcourt Mirage. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09, très bon début de journée avec Europe.